Coucou, alors aujourd'hui vous allez découvrir la matière d'embryologie, donc sous le nom de l'embryologue, parce que c'est une matière incroyable, vous allez voir, elle est un peu complexe au début, mais quand vous allez essayer de comprendre, ça va être super simple pour l'apprendre. Donc je vais commencer par vous présenter votre équipe de cette année, votre équipe de tutrices. Donc nous avons Inam, qui suis moi-même, Inam sous le nom de Inam Synthèse. Je vais m'occuper de l'intro et de la semaine 1 pendant cette rentrée. Ensuite, on aura Carla, sous le nom de Carla Puce dans le forum, qui elle s'occupera de la semaine 3, et Lisa sous le nom de Globine dans le forum, et elle s'occupera de la semaine 2 pendant cette rentrée. Au programme d'embryologie, en général, toute l'année, on a, il se divise en 5 parties. Donc, en premier, on a l'embryogenèse. Ensuite, on a l'organogénèse, la morphogénèse, puis le placenta et l'annexe. On va commencer du coup par l'introduction, vu que c'est moi qui m'en occupe. Donc, l'embryologie, c'est quoi? Alors, l'embryologie, déjà, c'est l'étude du développement d'un être vivant à partir de 2 petites cellules. C'est l'étude du développement de l'œuf, de l'embryon, puis du fœtus, ainsi que des annexes et des placentas. Alors, il s'étend sur une longue durée, qui dure à peu près 9 mois, donc de la fécondation jusqu'à la naissance, c'est-à-dire 39 semaines de grossesse, qui est synonyme aussi de 41 semaines d'aménorrhée, mais il faut faire attention entre les termes semaines de grossesse et semaines aménorrhée. Les gynécologues qui préfèrent utiliser le terme semaine de grossesse. Donc, où tout cela se passe, bien sûr, ça se passe dans le fœtus. Ensuite, on va voir la différence entre 3 termes qui sont super importants. Donc, œuf, qui est synonyme de préembryon, embryon, et fœtus. Donc, l'œuf, il va apparaître après la fécondation du coup d'un ovule par un spermatozoïde, comme tout le monde sait. Ensuite, il va être à l'origine des tissus extra-embryonnaires, mais aussi des tissus embryonnaires, donc il va être à l'origine des deux. Ensuite, on a le terme embryon qui lui apparaît qu'au cours de la 2e semaine. Donc avant la 2e semaine, on parle d'œuf. Après, quand on arrive à la 2e semaine, on utilise le terme embryon. C'est plus un œuf, c'est un embryon. Et du coup, l'embryon, lui, il est formé de 2 feuillets, donc de l'hypoblaste et de l'épiblaste primitif. Et on parle du coup de disque embryonnaire didermique, donc didermique parce qu'il est composé de 2 feuillets. Puis le dernier terme du coup, fœtus, qui lui apparaît à partir du 3e mois de développement, donc à partir de la 2e semaine jusqu'au 3e mois, on va utiliser le terme embryon. Et puis arrivé au 3e mois de développement, on utilisera le terme fœtus, qui lui du coup, le fœtus apparaîtra que quand la morphogénèse sera terminée. Ensuite, on a 3 événements qui sont super importants. Donc, l'embryogénèse, l'organogénèse 1 et 2, et puis la morphogénèse 1 et 2. Donc déjà, tout d'abord, l'embryogénèse. Elle s'étend sur 3 semaines, donc qui part de la fécondation jusqu'à la 3e semaine, donc de J0 de la fécondation jusqu'à S3, 3e semaine. Et ça permet, pendant l'embryogénèse, on a la formation d'un feuillet, d'un embryon à 3 feuillets. Donc on appelle ça un embryon tridermique, vu qu'il a 3 feuillets. Ensuite, on a l'organogénèse numéro 1 et numéro 2. Donc, l'organogénèse numéro 1 correspond à la formation des ébauches des organes. Puis, l'organogénèse numéro 2, elle correspond à la formation des organes définitifs par remodelage osseux, par remodelage et maturation des ébauches des organes précédents. Puis, nous avons la morphogénèse numéro 1 et numéro 2. Donc, la morphogénèse 1 correspond à la délimitation pendant la 4e semaine, que vous verrez qui est un cours à part, et la morphogénèse 2 qui correspond à l'acquisition de la morphologie humaine pendant le 2e mois. Donc ça, c'est quand le fœtus commence à avoir vraiment la morphologie humaine. On aura du coup 2 grandes périodes. Donc la période embryonnaire qui correspond au 1er et 2e mois de développement, et la période fœtale qui correspond au 3e jusqu'au 9e mois. Donc les 6 derniers mois. Du coup,
On aura pendant la période embryonnaire l'embryogénèse, la morphogénèse 1 et 2 et l'organogénèse 1 et 2. Alors que pendant la période fétale, on n'aura que l'organogénèse 1 et 2, ainsi que la croissance. Faut faire super attention parce que ce tableau, la prof, elle l'aime énormément. Enfin, ce schéma, du coup, donc apprenez-le par cœur. Parallèlement à ces deux grandes périodes de l'embryologie, donc de l'embryologie, enfin de la période fétale et embryonnaire, il y a la mise en place des annexes, donc c'est des structures extra-embryonnaires qui se font à partir du trophoblaste, de l'hypoblaste et de l'épiblaste primitive. Du coup, je crois qu'on a fini pour... Enfin, ça, c'était pour l'intro, du coup. Maintenant, on va vraiment commencer les cours, enfin, le cours qui nous importe. Donc, la première semaine. On va commencer tout d'abord par les généralités. Ensuite, on verra les modifications de l'organisme maternel. Puis, on verra la formation et la modification de l'œuf avec 4 étapes super importantes, la fécondation, la segmentation, la migration et l'apposition. Et on finira par voir les pathologies de la première semaine. Alors, du coup, la première semaine débute à la fécondation et s'achève à l'apposition de l'œuf sur l'endomètre. Donc, ça commence dans les trompes, où il y a la fécondation du spermatozoïde qui vient du coup rejoindre l'ovule et qui du coup va jusqu'à les cavités utérines. Donc, vous avez dû voir ça en BDR. Ensuite, du coup, on a la transformation du zygote en blastocyste libre pendant cette première semaine. Du coup, on a les modifications de l'organisme maternel. Pendant cette première semaine, les modifications se déroulent pendant la phase post-ovulatoire. Donc, post-ovulatoire est synonyme de lutéal ou sécrétoire. On peut utiliser les 3 termes. Cette phase, du coup, représente la période du 14e jusqu'au 28e jour du cycle menstruel. Ensuite, les modifications de l'organisme maternel sont les mêmes que la femme soit enceinte ou non. Donc, dans tous les cas, elle ne saura pas si elle est enceinte ou pas, vu qu'elle n'aura pas de modification de l'organisme maternel. Or, on aura du coup quand même une augmentation de la sécrétion de la progestérone, avec une importante sécrétion d'œstrogène. Ces 2 hormones, du coup, elles permettent, elles facilitent l'implantation de l'œuf fécondé au niveau de l'endomètre. D'ailleurs, faut noter que ces hormones, elles agissent particulièrement au niveau des trompes et de l'utérus, du coup, ce qui permet de faciliter aussi l'implantation de l'œuf. Donc, que la femme soit enceinte ou pas, on aura quand même ces modifications de l'organisme. Donc, on aura un épaississement de la muqueuse de l'utérus, donc de l'endomètre, qui est la couche la plus interne. Puis, on aura un développement important des glandes utérines. Donc, comme vous voyez sur le schéma à côté, donc de J0 à J14, puis de J14 à J28, où on voit les glandes spiralées. Ainsi, au cours de cette première semaine des développements, il n'y a aucun signe clinique donc, ou biologique qui permette d'établir un diagnostic de grossesse. Donc là, on va passer à la formation et à la modification de l'œuf. Donc c'est 4 étapes qui sont super importantes. Donc on a eu la fécondation que tout le monde connaît, la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Ensuite, on a la segmentation et la migration qui sont 2 phénomènes qui se font en même temps, qui sont simultanés. Ce n'est pas un après l'autre, c'est vraiment 2 phénomènes qui se font en même temps. Puis on a l'apposition qui est la première étape de la 2e semaine, mais c'est la fin de la première semaine et le début de la 2e semaine. Du coup, on va commencer par la fécondation. Donc, la fécondation, du coup, donne un œuf qui est fécondé. On appelle ça un zygote. Donc c'est un moment de la reprise de la méiose. Du coup, avec l'achèvement de la 2e division méiotique, où on retrouve du coup le rejet du second globule polaire. Donc, comme vous avez vu en BDR, quand il y a le rejet du
second globule polaire, du coup, c'est qu'il y a eu fécondation et du coup, on a la diploïdie qui est rétablie parce que du coup, avant ça, c'était haploïde. Du coup, on a la deuxième étape qui est du coup la segmentation et qui se fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut pas oublier, qui se fait de façon simultanée avec la migration. Donc la segmentation, c'est un mélange du pronucléeuse mâle et femelle qui aboutit à la première division par mitose de la cellule œuf. Donc on retrouve la formation de 2 blastomères. Donc on part d'un blastomère à la formation de 2 blastomères. Donc c'est une série de mitoses successives à partir de 2 blastomères. Donc pendant la segmentation, on aura 4 étapes. On aura la précompaction. En deuxième, on aura la compaction. Ensuite, on aura le blastocyste en troisième. Et en quatrième, l'éclosion, donc la dernière étape. Donc là, on va détailler ces 4 étapes de la segmentation, une par une, pour que vous compreniez mieux. Donc, la première étape de la segmentation, c'est la précompaction. Alors, c'est déjà tout d'abord une masse sphérique homogène. On a 2, puis 4, puis 8, puis on finit par avoir 16 blastomères. C'est des cellules qui sont non polarisées. Ils sont retenus par une zone qui est pellucide tout autour. Et ce sont des cellules totipotentes. Donc, totipotentes, ça veut dire qu'elles peuvent donner... ce sont des cellules qui peuvent donner un organisme entier. Donc, un humain, en fait. Ensuite, on a la segmentation. Donc, la deuxième étape de la segmentation, donc qui est la compaction, qui est synonyme de morula. Donc, morula parce que ça a un aspect de mur. Donc, le nombre de blastocystes, lui, il augmente, mais pas la taille de la sphère. Il faut faire très attention. Donc, le nombre de blastomères dedans augmente, mais la taille de la sphère, elle n'augmente pas. Du coup, on passe de 16 blastomères à 64 blastomères. C'est toujours retenu par une zone pellucide. Et du coup, les cellules de la masse cellulaire interne sont pluripotentes. Du coup, il y a 2 populations distinctes qu'il faut faire attention, du coup, parce que j'ai parlé de masse cellulaire interne, mais vous savez pas ce que c'est. Donc, on a du coup le trophoblast autour en violet, ce que vous voyez. Ensuite, on a la zone pellucide qui retient tout autour, que vous voyez avec en gris. Puis, on a au milieu la masse cellulaire interne, donc c'est celle qui aura des cellules pluripotentes. Donc tout ça, ça représente la morula. Et on voit du coup qu'il y a 2 populations distinctes. Donc en périphérie, le trophoblast, lui, est une cellule de couche continue qui sont aplaties. Et puis à l'intérieur, la masse cellulaire interne, elles sont des cellules qui sont non polarisées. Donc à l'extérieur, c'est des cellules polarisées. À l'intérieur, ce sont des cellules qui sont non polarisées. Puis on aura du coup la troisième étape de la segmentation, donc le blastocyste. On aura enfin le blastocyste. Donc vous voyez, du coup, c'est à peu près le même schéma avec la zone pellucide, le trophoblast en violet, avec la masse cellulaire interne en bleu. Et vous voyez que la masse cellulaire interne s'est excentrée vers le haut et ça a laissé un peu un vide. Donc ce vide-là, c'est ce qui correspond au blastocèle. Donc c'est le blastocèle, mais l'œuf, en gros, s'appelle blastocyste à ce stade-là. Donc, comme c'est écrit, infiltration du liquide refoulant la masse cellulaire interne à un pôle, donc contre le trophoblast. Donc, la masse cellulaire interne est excentrée. Du coup, on a une cavité liquidienne qui se forme, le blastocèle. Et c'est toujours, du coup, retenu par une zone pellucide comme les 2 stade d'avant. Ensuite, la dernière et quatrième stade, c'est l'éclosion. Du coup, vous voyez du coup toujours le trophoblast en violet, la masse cellulaire interne qui est excentrée, le blastocèle. Et par contre, on voit que on voit une lisse de la zone pellucide, donc tous les pointillés un peu noirs qui commencent à disparaître. Donc c'est la zone pellucide qui commence à disparaître et du coup on a la mise à nu de l'œuf au stade blastocyste. Du coup là on a un bilan.
on arrive à peu près à J5, J6. Du coup, on a un blastocyste, du coup, qui a perdu sa zone pellucide, il n'en a plus. On voit quand même qu'il est délimité par une couche de cellules qui est le trophoblaste, donc c'est ce qui est en violet. On voit du coup quand même la masse cellulaire interne qui est toujours excentrée vers le haut, vers le pôle embryonnaire de l'œuf. On va passer maintenant au troisième processus qui est la migration. C'est pas vraiment le troisième processus qui se fait en même temps que la segmentation. Ce sont deux phénomènes qui se font en même temps. Je pense que c'est la millième fois que je le répète, mais il faut vraiment retenir ça. Il se fait en même temps que les 4 étapes qu'on vient de voir tout à l'heure, enfin, à l'instant quoi. Du coup, je vais reprendre, j'ai mis mon ordinateur à charger. Du coup, je disais la migration se fait en même temps que la segmentation. Donc, pendant la migration, il y a 3 phénomènes conjoints. La contraction de la musculeuse de la trompe, donc on appelle ça péristaltisme. La sécrétion des cellules glandulaires qui permettent le déplacement du coup, de l'œuf et le battement des cellules de la muqueuse de la trompe. Donc, on a un déplacement qui est spatio-temporel de l'œuf, comme vous avez pu le voir, donc spatio-spatial, temporel avec le temps. Du coup, on a à J0 la fécondation qui se fait au tiers externe de l'ampoule. Ensuite, on a en J1, J2, 2 puis 4 blastomères et qui avance du coup au tiers interne de l'ampoule. Ensuite, à J3, on a du coup avec la segmentation la formation de 8 blastomères et qui avance du coup jusqu'à l'isthme, comme on peut voir sur le schéma. Puis à J4, on a la morula, donc qui entre dans la cavité utérine, donc qui sort de l'isthme et qui entre dans la cavité utérine. À J5, on a un blastocyste du coup et puis la morula, un blastocyste et du coup l'éclosion qui arrive par la suite. Donc le blastocyste, il est libre dans la cavité utérine, il n'est pas encore accroché à l'endomètre. Et du coup, on a à J6 la position, donc le début de la deuxième semaine, l'accollement du coup du blastocyste, de l'œuf à l'endomètre. Du coup, la quatrième et dernière étape, du coup, qui est la position. Donc, on a eu la fécondation en tout premier, la segmentation et la migration qu'on vient de voir qui se font simultanément. Et puis, à la fin, du coup, on a la position qui est un événement majeur de la deuxième semaine qui commence à J6. Donc, il est tout à la fin de la première semaine et il commence du coup, c'est l'événement majeur de la deuxième semaine. Du coup, ça commence par un accollement du blastocyste libre à l'endomètre par le pôle embryonnaire. Du coup, ça doit respecter une fenêtre spatio-temporelle optimale. Donc, à J21 du cycle, cet accollement, il se fait à J21 du cycle menstruel, possible entre J20 et J24, mais habituellement, c'est J21 en moyenne. Et il se réalise dans une zone d'implantation qui est la partie postério-supérieure de l'utérus, comme vous pouvez le voir sur le schéma à côté. Dans tous les cas, ce sera plus détaillé, je pense, dans la deuxième semaine. Et on arrive à la dernière étape, du coup, qui sont les pathologies, du coup. Enfin, quatrième point, pardon, qui sont les pathologies. Donc, on a l'arrêt du développement. Donc, par exemple, la mort de l'œuf, qui peut être causée par des altérations génétiques, souvent aneuploïdies chromosomiques, comme vous avez pu le voir en BDR, ou anomalies de la méiose, qui sont des accidents prézygotiques, vu que la méiose la méiose, c'est avant la fécondation, avant la formation du zygote, du coup, ou anomalie de la mitose, du coup, accident post-zygotique, donc la mitose se fait après la formation du coup du zygote, donc post-zygotique, ou les jumeaux qui sont pas vraiment considérés comme une pathologie, mais comme une variante. Donc la prof les considère comme une variante. Alors les vrais jumeaux, du coup, c'est les monozygotes, tout le monde le connaît. Ils ont le même patrimoine génétique. Leur évolution est indépendante des 2 premiers blastomères.
et les faux jumeaux, du coup, les dizygotes, qui n'ont pas le même patrimoine génétique. Et il y a fécondation de 2 ovocytes différents, donc expulsés lors du même cycle menstruel. Du coup, c'est rare, mais bon, ça arrive du coup que 2 ovocytes soient expulsés, donc chacune un ovocyte par trompe, du coup, et tous les 2 ont été fécondés. Du coup, ça, c'était le dernier point à voir en semaine 1. Et voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu et que vous aimez bien l'embryo dès le premier cours quand même.